Et c'est l'heure de notre décryptage de l'information. On en a beaucoup parlé récemment. Israël admis à l'Union africaine en tant qu'État observateur. Une décision qui divise profondément l'organisation internationale. On va donc l'évoquer ce matin. Et c'est aussi l'occasion de revenir sur les liens qui ont été tissés entre l'État juif et plusieurs États africains ces dernières années, particulièrement sous l'ère Netanyahou, l'ancien Premier ministre qui a largement contribué, c'est vrai, à renforcer les liens entre Jérusalem et l'Afrique subsaharienne notamment. Mais d'abord, donc avant d'évoquer tout cela, retour sur cette décision. Israël est devenu le 22 juillet dernier membre de l'Union africaine avec un statut d'observateur, Christophe Darin. Aléli Admazou, ambassadeur israélien à Addis Abeba en Éthiopie, a en effet présenté fin juillet ses lettres de créance au président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Il a soumis la charte d'Israël en tant que membre observateur à l'Union africaine, une victoire diplomatique pour l'État hébreu après une très longue bataille. Le gouvernement israélien qui a d'ailleurs célébré l'événement dans un communiqué. Ouais, c'est un jour de fête pour les relations israélo-africaines. Cela corrige une anomalie qui a perduré pendant près de deux décennies et représente une partie importante du renforcement des relations extérieures d'Israël. Voilà ce qu'a déclaré donc Yair Lapid, le ministre israélien des Affaires étrangères. Il faut rappeler que les relations avec les pays d'Afrique subsaharienne datent du milieu des années 50. Christophe, les premiers contacts furent établis avant même l'accession de certains d'entre eux à l'indépendance. Et en 1956, en effet, des relations diplomatiques ont été instaurées avec le Ghana, puis avec la plupart des pays situés au sud du Sahara, dont la Côte d'Ivoire en 1962. Puis au début des années 70, Israël entretenait des relations diplomatiques pleines et entières avec 33 États d'Afrique noire. Des relations qui étaient l'expression d'une affinité avec l'État d'Israël, lui-même tout jeune, ayant conquis son indépendance, on le rappelle, en 1948, et impatient donc de partager son expérience et son savoir-faire avec les nouveaux États africains. Des relations économiques profitables aux deux parties ont également été rétablies, comprenant de nombreux projets communs. Et puis ainsi, Israël bénéficiait déjà, il faut le dire, du statut d'observateur au sein de l'Organisation de l'Unité africaine, la fameuse OUA, c'est l'ancêtre aujourd'hui de l'Union africaine. En fait, tout bascule véritablement en 1973, suite à la guerre de Kippour, lorsque tous les pays membres de l'OUA rompent leurs relations diplomatiques avec l'État d'Israël sous la pression de l'Égypte. Et on se souvient de la crise pétrolière mondiale qui s'en est suivie. Les promesses de pétrole à bon marché et d'aides financières séduisirent les pays subsahariens, désormais placés sous l'égide du Caire. Seuls le Malawi, le Lesotho et le Swaziland maintinrent tout de même des relations diplomatiques à part entière avec Israël, tandis que quelques autres pays ont gardé des contacts dans le cadre de bureaux d'intérêt auprès d'ambassades étrangères. En effet, des étudiants africains également participaient toujours malgré tout à des stages de formation en Israël et des experts israéliens étaient actifs dans l'ensemble du continent. Finalement, les tensions suite à la guerre de Kippour furent d'assez courte durée, puisque dans les années 80, les liens diplomatiques ont progressivement été renoués avec les pays subsahariens comme la Côte d'Ivoire et le Cameroun en 1980, le Zaïre en 1982, le Libéria 83 ou encore le Togo en 87. Et à la fin des années 1990, des relations officielles étaient enfin rétablies avec 39 pays subsahariens. Aujourd'hui, Israël jouit de relations bien plus apprenties et ouvertes avec le continent africain. 46 pays africains sur les 55 que compte l'Union africaine entretiennent des rapports avec Jérusalem. Parmi eux, le Tchad, la Guinée, le Soudan, avec qui d'ailleurs Israël a très récemment normalisé ses liens, vous en souvenez. Et puis bien sûr aussi le Maroc, et puis à signaler aussi le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et l'Éthiopie. Autant d'alliés sur le continent, on va en parler dans un instant, mais évidemment, cela ne fait pas l'unanimité. Des demandes d'explications sont ainsi venues de plusieurs pays opposés à ce statut d'observateur aujourd'hui. L'Afrique du Sud, par exemple, qui s'est dite consternée par une décision injuste, je cite, et injustifiée de la Commission de l'Union africaine qui n'aurait pas consulté en fait les 55 États membres avant de prendre la mesure. En fait, Pretoria a surtout évoqué le sort des Arabes palestiniens, qualifiant la situation de choquante au regard du conflit de mai dernier avec le Hamas. L'Afrique du Sud n'est pas le seul pays à être monté au créneau. Alger, Tunis, Le Caire, Nouakchott en Mauritanie et Tripoli se sont également opposés à la présence d'Israël à l'Union africaine en raison de la question arabe. En réalité, seule une dizaine de pays semblent réellement opposés à la présence d'Israël dans l'organisation internationale. Effectivement, ce qui nous interroge, d'ailleurs, cet événement est finalement révélateur des grands changements géopolitiques au sein des communautés africaines et arabes, encore davantage renforcés par les accords Abraham en août 2020.
Aujourd'hui, la question des Palestiniens n'est plus vraiment sacrée. Elle ne fait plus partie d'une condition sine qua non à une paix avec Israël. D'ailleurs, pendant ce temps, Jérusalem tisse des partenariats importants avec plusieurs pays africains, notamment dans les domaines de l'agriculture, avec l'Éthiopie, la lutte contre le terrorisme et la sécurité avec le Kenya ou encore le Tchad. On va y revenir, ou encore la high-tech, la construction ou l'industrie du diamant. Et l'État hébreu explique vouloir renforcer ses liens avec l'Afrique en raison aussi, c'est évident, de sa proximité géographique avec le continent, mais aussi du fait qu'il compte d'importantes communautés juives d'origine éthiopienne et marocaine. Israël et les pays subsahariens sont ainsi engagés dans un dialogue politique se traduisant par des visites réciproques de chefs d'État et de ministres. Et on se souvient de ce slogan lancé en février 2016 lors de la venue du président kenyan Uhuru Kenyatta. Israel is coming back to Africa and Africa is returning to Israel. Israël revient en Afrique et l'Afrique revient en Israël, qui était d'ailleurs répétée à l'envi, cette expression, par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Très clairement, le gouvernement israélien envisage aujourd'hui le continent africain tantôt comme une zone d'influence ancienne qui doit être densifiée, tantôt comme un nouvel espace d'influence à investir. Une relation qui passe par différents canaux traditionnels, comme le fameux Machav, qui existe depuis les années 60. C'est l'Agence de coopération internationale pour le développement. C'est l'équivalent en fait de l'USAID américain ou encore de l'Agence française de développement. Grâce au Machav, Israël coopère en effet, on l'a dit, avec de nombreux pays africains pour promouvoir des secteurs variables. Depuis 2010, l'agence engage plus de 1% du budget national d'Israël, soit bien plus que ce que les pays développés ont engagé. Israël est donc vraiment investi en Afrique. On l'a vu récemment en Guinée lors de la crise du virus Ebola. C'était en 2014. À l'époque, le Machav avait envoyé une clinique mobile entièrement équipée, alors que les relations diplomatiques entre les deux pays étaient inexistantes. Et on se souvient aussi particulièrement de cette tournée en Afrique de Benjamin Netanyahou en 2016, une tournée qualifiée d'historique par de nombreux médias. 12 millions d'euros avaient été mis sur la table par l'État hébreu pour développer la coopération avec les pays africains. La sécurité était notamment au cœur des enjeux. Aujourd'hui, d'ailleurs, la présence israélienne dans le marché africain de la sécurité est quand même assez impressionnante. Société de sécurité spécialisée, système de renseignement nationaux, sécurité rapprochée pour les chefs d'État, garde du corps, dispositifs de renseignement, matériel ou encore formation professionnelle. Plus récemment, également, il y a 2 ans, c'est au Tchad, en Afrique de l'Ouest, que Benyamin Netanyahou avait trouvé de nouveaux alliés. Le Tchad, qui faisait partie de ces pays qui avaient donc rompu ses liens avec Israël pendant la guerre de Kippour. Aujourd'hui, c'est plus qu'un lointain souvenir. Les deux pays se battent ensemble contre le terrorisme, enjeu prioritaire pour N'Djamena, engagé donc dans la lutte contre des groupes terroristes comme Boko Haram ou encore l'État islamique. Et Jérusalem avait ainsi équipé l'armée tchadienne. Les États-Unis aussi avaient donné beaucoup d'argent. Soulignons que derrière tout cela, il y a bien sûr également, on en parle un petit peu moins, mais c'est le cas, la menace de l'Iran qui souhaite s'imposer aussi sur le continent africain et qui a déjà tissé des liens dans les pays bordant la mer Rouge. Et puis enfin, au-delà de la lutte contre le terrorisme, il y a aussi, on l'a dit, le développement économique à travers les secteurs de l'agriculture et de l'énergie solaire, entre autres. En prenant l'exemple du Tchad, par exemple, pays riche en ressources minières et qui dispose d'un vaste territoire de 75 millions de terres arables, dont seulement un peu plus de 5% sont exploitées. Un domaine dans lequel, on le sait, Israël a une compétence technique reconnue. Tout cela est donc en développement. Pour l'instant, ça avance petit à petit, step by step, selon des chiffres de l'hebdomadaire Le Point. En 2019, le marché africain représentait moins de 3% des exportations israéliennes, moins de 3%. Donc, ce qui reste encore très peu. Nul ne doute que la présence d'Israël, bien sûr, dans l'Union africaine devrait renforcer encore davantage ces chiffres et les relations.